Maxi Test vous est présenté par le blog auto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Television francês. Olá! 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 Olá, bem-vindo ao Brasil! Olá! Tudo bom, Alemanha? Muito bom estar aqui com vocês! Venham todos para o Rio! Um beijo! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Maxi Test, votre magazine d'actualité automobile. Pour cette émission, nous vous emmenons au Brésil, à Rio, sur la mythique plage de Copacabana, à la rencontre de notre invité du mois. Dans cette émission, nous vous présenterons également les autos qui ont marqué l'actualité, un Spider, un crossover, sans oublier une petite citadine. Tout de suite, découvrons le sommaire en images. Dans ce nouveau numéro de Maxi Test, nous prenons une dose de soleil au volant de la Mercedes SL 500. Nous vivons la Dolce Vita en Fiat 124 Speeder. Nous recevons Gareth Dunsmore, directeur de la division électrique chez Nissan. Nous testerons au passage l'inédit Nissan Kicks sur les routes brésiliennes. Nous prendrons les commandes de la nouvelle Volkswagen Up, sans oublier bien sûr les actus chaudes du mois. Mais pour commencer, cap sur les Alpilles pour découvrir la nouvelle SL 500 de Mercedes. La Mercedes SL, c'est la voiture loisir par excellence selon l'étoile depuis les années 50. Évidemment, celle-ci a bien changé avec la technologie qui s'invite à bord pour donner une nouvelle définition aux notions de confort et de plaisir de conduite. Jetons donc un œil sur l'un des plus luxueux roadsters de la production automobile. Et franchement, elle a un sacré look. Longue, basse, elle a l'allure d'une sportive posée sur ses grandes roues, prête à partir. Mais elle n'en oublie pas ses codes, avec bien sûr la calandre noire barrée de l'étoile, mais aussi les ouvertures griffées sur les ailes et le capot interminable. Depuis qu'elle est devenue coupe et cabriolet, la SL a toujours su garder un bel arrière, sans pour autant donner des airs de sac à dos au couvercle de coffre. Même si son regard semble s'être assagi en devenant plus prestigieux. À l'intérieur, le meilleur du luxe se marie avec les dernières technologies. Cuir pleine fleur, chrome, ici et là, ce petit salon d'intérieur flatte les occupants pour leur plus grand plaisir. Pour le reste, les geeks Golden Boy vont adorer toutes les assistances à la conduite pour rester en ligne sur l'autoroute, ou bien encore le régulateur intelligent qui rend les mains et les pieds superflus. Et pourquoi donc? Eh bien pour mieux profiter du ciel une fois le toit effacé. Il est temps maintenant de se mettre au volant. Et c'est au détour d'un virage que nous tombons nez à nez avec son illustre aïeul, une 190 SL des années 50. L'occasion d'observer l'élégance de ce superbe exemplaire face à sa réinterprétation moderne. L'identité Mercedes a évolué, mais l'étoile brille de la même façon au centre d'une imposante calandre reliée par un jonc chromé. Quelle rencontre! Eh bien, nous voilà au volant de ce qui est probablement le plus grand roadster du marché à l'occasion de son restylage. Alors, il y a un certain nombre de choses qui changent, d'autres qui restent assez permanentes, comme le fait que cette sublime auto est animée d'un V8 biturbo de près de 500 chevaux et que l'on va essayer sur les petites routes de Provence. Sous le pied droit, les 455 chevaux du V8 biturbo. Et pour les insatiables, sachez que cette cavalerie suffit largement pour s'amuser et aller droit vers les ennuis avec la maréchaussée.
Quand on appuie fort, elle décolle mais ne rend pas vraiment malade. On sent bien la poussée, mais on se laisse porter sans le coup derrière la tête qui fait mal. Du coup, on n'a plus peur de rien. Et on profite des jolies routes de la région en se souciant surtout des coups de soleil, mais sûrement pas du bon temps à bord. Malgré son poids que certains qualifieront d'excessif, Mercedes, à coup de baguette magique, a sublimé sa suspension active pour faire taire les plus exigeants en la matière. C'est d'abord le prix d'un confort d'exception, mais aussi pour offrir un compromis de haut niveau avec le dynamisme. Elle devine les courbes et joue avec les limites de la physique pour faire oublier les mouvements de caisse. C'est là que se situe la surprise du chef, on s'amuse bien plus qu'on ne le pensait au départ. Eh bien, au terme de cet essai de la nouvelle SL, on peut dire que c'est une auto absolument admirable qui offre un couple châssis et moteur remarquable, quel que soit le mode dans lequel on l'utilise. C'est une voiture qui n'est pas tout à fait rationnelle puisque c'est un roadster de près de 5 mètres avec un coffre très réduit du fait du toit escamotable, mais qui procure des sensations et un agrément de conduite absolument incroyable. Oui, mais ce roadster de luxe portant fièrement l'étoile vend sa magie cher, très cher même. Pour rappel, il s'agit d'une Mercedes et ce SL 500 réclame ni plus ni moins que 135 600 € au minimum. Et comme ses clients ne s'imaginent pas faire sans les nombreuses options incontournables, on atteint carrément des sommets. Ce qui est certain, c'est que le plaisir est assuré au bout de la pointe du stylo. Pour ne rien rater du reste de l'actualité automobile, tout de suite ce sont les news les plus importantes du mois pour la planète auto. Le mondial de l'automobile Porte de Versailles se termine dans une semaine, il est donc encore temps de venir observer les dernières nouveautés françaises. Chez Peugeot notamment, le nouveau 5008, fini le monospace, il s'agit d'une version rallongée et 7 places du 3008, une philosophie à l'opposé de celle du rival de toujours, le Scénic. Mercedes décapsule le modèle le plus puissant de son catalogue actuel et lance l'AMG GTC Roadster. On pourra ainsi profiter sous le soleil des vocalises du puissant V8 suralimenté de 557 chevaux, de quoi filer à toute allure et déstructurer son brushing à 316 km/h. Il manque une info essentielle, son tarif, sans doute au niveau des étoiles. Un petit tour chez les Coréens, à commencer par Hyundai qui présente sa toute nouvelle i30. La compacte se modernise et entend bien se proposer en alternative crédible face aux stars européennes. Chez Kia en revanche, c'est la 4e génération de la citadine Rio qui débarque. Étant la seconde Kia la plus vendue dans l'Hexagone, il fallait la renouveler et vite pour résister face aux stars de ce marché ultra concurrentiel. Opel, de son côté, fait une entrée remarquée sur le marché des électriques avec l'inédite Ampera i. Elle prend la forme d'un petit monospace de ville, elle avance en plus des performances de sportive en termes d'accélération. Autonomie annoncée, un peu moins de 400 km. Elle s'apprête à dynamiter un marché où les Nissan Leaf et autres BMW i3 n'avaient pas de concurrence sérieuse à affronter. Les orphelins de l'ancien trio de présentateurs de la mythique émission Top Gear vont pouvoir les retrouver dans une toute nouvelle émission baptisée The Grand Tour. Au programme, des supercars, des images spectaculaires et plein d'humour à télécharger et regarder sur Amazon Prime à partir du 18 novembre prochain. Et bien sûr, ne manquez pas sur votre site préféré, le blogauto.com, les essais ce mois-ci du roi des pick-up, le Toyota Hilux que nous avons éprouvé en tout terrain. Ne passez pas non plus à côté de la nouvelle Fiat Tipo dans sa version break. La compacte italienne au tarif imbattable a les armes pour bouleverser le marché. On a aussi pris le volant de la Kia Optima SW. La berline coréenne arrive enfin en break et entend ainsi toucher plus de professionnels avec les arguments habituels, des prestations à un tarif compétitif et bien sûr sa garantie 7 ans.
Fiat compte de nouveau un Spider dans sa gamme, la Fiat 124. Et derrière ce patronyme historique se cache une auto qui devrait ravir bien plus que les amateurs de Dolce Vita. Nous la prenons en main sur les routes des Pyrénées. Dans les années 60, la Fiat 124 Spider faisait partie de la carte postale façon Dolce Vita. Ce mignon petit cabriolet fit fureur avec près de 200 000 exemplaires écoulés. En 2016, la marque transalpine compte bien répéter l'histoire, mais en la conjuguant cette fois au présent. On se régale à l'idée du retour d'un roadster du genre, et il nous tardait évidemment de nous faire décoiffer à son volant. Pour ceux qui ne le savent pas, on vous le dit, la Fiat 124 Spider, c'est la cousine de la Mazda MX-5. Mais cela ne se voit pas du tout de l'extérieur, et c'est tant mieux. L'italienne affiche son style au bout de son long capot. Son regard et surtout la calandre hexagonale singe celui de son illustre aïeul. Le 21e siècle étant passé par là, elle hérite de phares à LED et d'une carrosserie plus léchée. On aime le large arrière renforcé par ses feux allongés, lui donnant des airs de sportive trapue posée sur la route. Elle paraît en effet bien plus longue que la petite Nippon, qui elle la joue bien plus lilliputienne. Elle ne manque pas d'élégance et fait son petit effet quand les badauds la croisent. En revanche, à l'intérieur, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, au bouton près. Partage de plateforme oblige, la personnalisation pour Fiat s'est limitée au blason et au système multimédia. Et on se sent bien à bord, comme dans un cocon où tout tombe sous la main. On a les jambes bien allongées sous le volant, soit la parfaite position pour bien ressentir les réactions de la voiture. Petite certes, mais paradine sur les équipements. Siège chauffant, stéréo perfectionné, large écran GPS, connexion internet. On récupère les gadgets d'une berline moderne conventionnelle, de quoi rendre encore plus agréable les longues sorties sous le soleil. Et ça, croyez-nous, elle le fait bien! À commencer par le décapotage qui se fait d'un seul geste à tout moment. Nous voilà donc au volant de celle qu'on attendait depuis un certain temps, la Fiat 124. Alors c'est un roadster, c'est un esprit très particulier, 2 places, c'est décapotable. On va aller les traîner sur des petites routes, sur des petits lacets de montagne parce que c'est le genre de véhicule qui s'y prête plutôt bien. On ne peut pas s'empêcher de penser à la cousine qui est sortie il y a 6 mois maintenant, la Mazda MX-5, puisque les deux autos partagent la même plateforme. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on va pouvoir tester en fait une motorisation qui est différente, qui est inédite et qui est spécifique à Fiat. Et c'est parti pour le bonheur, avec 140 chevaux sous le capot. Et pour le moteur, c'est chacun pour soi, avec un bloc 100% Fiat. Il ne brusque pas, tient parfaitement son rôle pour la balade, sans être fainéant. La cavalerie n'envoie pas sur la lune, mais suffit largement pour donner le sourire lors d'une montée de col ou pour effacer les camping-cars sur les routes du littoral. Il nous gratifie d'un petit son histoire d'accompagner le récital joué par la nature. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports se marie plutôt bien avec ce bloc et se manipule en douceur tout en se verrouillant fermement. Ces débattements courts participent largement à son plaisir de conduite. Car niveau châssis, c'est le sourire assuré à chaque kilomètre parcouru. Son centre de gravité qui rase le bitume, doublé d'un poids contenu, la fait tourner autour d'elle-même dans les virages. Incisive et stable, elle enroule les épingles sans coup férir et fait fi de la notion de sous-virage. Et comme elle ne déborde pas de chevaux sur ses roues arrière, il ne faut pas s'attendre à du survirage lors des relances. On peut même débrancher sans vraiment de danger les aides électroniques pour ne pas trop castrer le plaisir. Pour ne rien gâcher, son amortissement ménage les lombaires avec un confort surprenant pour une voiture d'un si petit gabarit. On ne peut que se montrer conquis par ce petit roadster qui a un châssis très performant, qui a des suspensions parfaitement bien réglées, qui a un moteur qui est très plaisant à rouler, assez coupleux, très frugal. Si on devait se montrer critique, on dirait quand même que, mais c'est propre à ce type de véhicule, on a une autonomie, un volume de coffre qui vient limiter finalement l'autonomie des road trips qu'on peut envisager de faire avec ce type de véhicule. Or c'est quand même un des buts de ce type de véhicule.
Le moteur est très coupleux, très plaisant à rouler et d'après Fiat, on devrait connaître une version Abarth, puisqu'elle a été présentée à Genève, dans les mois qui viennent. Alors là, on peut parier que quelques chevaux de plus, ça va rajouter beaucoup d'agréments de conduite, on l'attend donc avec impatience. Au final, à 26 000 € tout juste, mis à part sa cousine japonaise, on ne trouve pas vraiment de concurrence. Même son coffre n'est pas un argument rédhibitoire pour craquer. Avis aux célibataires et aux autres couples sans enfants, vous pouvez y aller les yeux fermés. Notre invité du mois est jeune et pourtant il s'occupe de sujets très sérieux pour notre avenir puisqu'il s'agit du patron des véhicules électriques chez le leader mondial Nissan. Nous recevons donc Gareth Dunsmore, ici à Rio, pour faire le point sur cette technologie et ses perspectives toujours plus crédibles. Bonjour Gareth, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais commencer par une question personnelle. Quelles ont été vos motivations pour travailler dans l'industrie automobile ? Bonjour. Alors, moi, en fait, j'ai commencé par étudier la psychologie à l'université et je suis allé vers l'industrie automobile, non pas du fait de mon amour pour les voitures, mais du fait de la réaction des gens lorsqu'ils achètent une nouvelle voiture, lorsqu'ils la montrent à leurs proches ou à leurs amis. Et cet amour-là m'a suivi depuis que je suis rentré pour la première fois dans l'équipe des ventes chez Nissan en 2003. Vous êtes en charge des véhicules électriques chez le leader mondial du véhicule électrique, Nissan. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez vu comme grand changement depuis 3 ou 5 ans ? La principale évolution que j'ai constatée, c'est la perception qu'ont les gens du potentiel des véhicules électriques. Et notamment le fait que les véhicules électriques pouvaient désormais satisfaire l'ensemble des besoins quotidiens, c'est-à-dire le fait de pouvoir aller au travail avec un coût d'entretien qui est bien inférieur à celui d'un véhicule traditionnel. Et puis, au-delà de ce changement de perception, nous avons remarqué que l'enjeu climatique et l'enjeu environnemental étaient de plus en plus pris en compte, notamment dans les grandes villes. Alors, on remarque de nouveaux usages autour des véhicules électriques. Je pense au fait de pouvoir décharger sa batterie dans le réseau électrique. Je pense aussi aux charges rapides ou aux charges par induction. Pourriez-vous nous dire quelles sont, selon vous, les grandes étapes pour les années à venir ? Pour moi, la première tendance, c'est l'élargissement de la base de clients potentiels pour les véhicules électriques. C'est-à-dire que là où le véhicule électrique représentait un effet de mode auprès de early adopters, on constate aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises, mais aussi de familles, franchissent le pas vers la voiture toute électrique. La deuxième étape très importante que je vois venir, elle vise les infrastructures. Alors, pas seulement les infrastructures qui nous assurent d'avoir suffisamment de charges rapides pour aller d'un point A à un point B, mais aussi et surtout l'accroissement des infrastructures qui va permettre aux gens qui n'ont pas de parking dédié de recharger dans la rue. Revenons, Gareth, si vous le permettez, sur le leader mondial Nissan. Selon vous, quels sont les principaux avantages concurrentiels ? Le premier avantage concurrentiel, pour moi, c'est le fait que nous fabriquons nos propres batteries et nous le faisons depuis plus longtemps que nos concurrents. Ce qui nous a permis, par exemple, sur la Nissan Leaf, de faire évoluer plus de 3 fois la batterie pour toujours plus d'autonomie et de performance. Et celle-ci permet aujourd'hui de parcourir 250 km avec une garantie de 8 ans et avec un coût tout à fait accessible. Le second avantage concurrentiel dont nous disposons, c'est le fait que nous ne proposons pas une voiture électrique, mais une gamme. Alors il y a la familiale avec la Leaf, mais avec le ENV 200, nous arrivons à être très présents sur la livraison du dernier kilomètre. Puis enfin, nous sommes également très actifs dans le secteur des taxis, puisque nous proposons un véhicule qui se développe un peu partout en Europe. On a l'impression, au sein de l'Alliance, que Renault et Nissan ont suivi des trajectoires parallèles, sans vraie collaboration. Pourquoi ? Non, ce n'est pas exact. Nous collaborons énormément avec Renault, et notamment dans le fait de doter l'Europe d'un réseau d'infrastructures de recharge. Et nous collaborons plus avec Renault qu'avec aucune autre marque avec laquelle nous avons des partenariats. Les développements de Nissan dans l'hybridation sont plutôt limités. Pourquoi ?
Tout d'abord, le fait de maîtriser des batteries et une chaîne de traction électrique sont deux étapes fondamentales dans le fait de pouvoir proposer un programme sans émission. Nous avons donc misé énormément sur ces deux éléments pour proposer un véhicule électrique. Et je pense que si nous avions pris le problème différemment, notamment en démarrant par l'hybridation, nous serions arrivés à un compromis et à un produit beaucoup moins abouti que celui que nous proposons aujourd'hui. Cela dit, à partir de cette base, nous développons d'autres plateformes. Vous voyez, nous sommes ici à Rio pour présenter au monde notre solution d'hybridation à partir du bioéthanol et de la pile à combustible. Elle est tout à fait unique et elle repose à la fois sur la batterie et sur la chaîne de traction électrique. Et donc la base technologique dont nous disposons va nous permettre d'électrifier sous plusieurs formes différentes des véhicules. Et puis nous préparons également des développements autour de la pile à combustible, cette fois-ci basée sur l'hydrogène. Tout ça à partir de notre technologie. Assez des questions sérieuses, on va parler un peu de fun si vous permettez Gareth. Est-ce que vous suivez le sport automobile? Oui. Quel genre de futur et quel genre de place vous aimeriez voir pour l'électrique au sein du sport automobile? Je regarde d'un très bon œil ce qui se passe actuellement pour la Formule E, et notamment le fait que cette nouvelle discipline de sport automobile draine un public qui n'était pas intéressé jusqu'à présent par le sport auto. C'est donc une logique de conquête que je trouve tout à fait intéressante. Alors bien sûr, moi ce qui m'intéresse c'est de faire rayonner les véhicules de ma marque, mais il n'empêche que tout ce qui contribue à attirer les jeunes générations vers le sport auto, c'est quelque chose de passionnant. Et je pense que cela se fera beaucoup plus facilement dans l'opinion publique grâce à l'électrification des véhicules et au fait qu'ils ne polluent pas. Eh bien Gareth, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, c'était un plaisir. La petite citadine Up de chez Volkswagen nous revient relookée et suréquipée. Nous la testons autour du lac de Côme. Volkswagen dynamise sa petite puce, et il le faut bien, car dans la jungle urbaine, le coléoptère allemand peine à séduire chez nous. Alors histoire de rappeler que les Twingo et autres 500 doivent quand même se méfier de l'allemande, voilà qu'elle muscle son jeu. Nous prenons le volant de la nouvelle Up. Alors elle est apparue fin 2011, elle nous revient avec un facelift, rien de très important, mais avec deux éléments saillants. Le premier, c'est un nouveau bloc moteur essence, et le second, c'est une série limitée faite avec Beats Audio et qui nous promet quelques surprises. Regardez. 300 watts. Alors, pour tester à la fois le moteur et les 300 watts, ce que je vous propose, c'est que bien que la Up soit donnée pour être un véhicule citadin, nous allons la tester en ville, naturellement, mais aussi sur route. Allez, c'est parti, direction les routes de montagne qui entourent le lac de Côme. Évidemment, on ne va pas non plus se raconter trop d'histoires. Elle n'est pas passée sur le billard en se laissant opérer par des designers à la main lourde sur le bistouri. Le sourire change un peu et son regard s'illumine de feux de jour à LED. Du coup, elle gagne ce petit plus qui la rend un peu plus agressive. Quand on la regarde de dos, là aussi sa signature lumineuse évolue pour apparaître un poil plus moderne. En fait, on peut surtout la personnaliser à coups de couleurs de toit, jantes et autres packs pour ne pas avoir la même que le voisin. Une fois à l'intérieur, même combat. Elle récupère le volant de la Golf et aussi des équipements de geek. Un système de carte de navigation dédié via le smartphone, un radar de recul pour éviter le touche-touche, un régulateur de vitesse, et on en passe. Surtout, on peut se concocter un habitacle fun, avec un choix de coloris pour les sièges et panneaux qui peuvent être assez flashy. Alors la nouvelle Up se démarque par sa grande polyvalence, d'un côté, et sa sécurité de l'autre. Quand on parle de polyvalence, on va parler de son empattement long, qui va lui donner plus d'habitabilité, un des plus grands coffres de la catégorie, entre 250 et près de 1000 litres lorsqu'on rabat les sièges. On peut même rabattre le siège passager à côté de celui du conducteur pour charger des objets plus encombrants. Franchement, on est plutôt bien à bord. Pour une si petite citadine, on ne se bat pas pour l'espace, en même temps, à 4 ça ne risque pas. Mais la place au genou est tout à fait correcte. On a aussi inauguré un nouveau moteur qui était 690,
qui, pour l'anecdote, a les mêmes performances que la première Golf GTI 1600. Voilà, c'est un petit clin d'œil, mais ça mérite d'être souligné. On a une hub qui aujourd'hui vous permet d'avoir de bonnes performances de routière. Sous son petit capot, l'inédit moteur de 1 litre de cylindrée turbo crache quelques 90 chevaux. Presque plus qu'il n'en faudrait pour une légère citadine dans ce genre. Car ils sont bien là et dynamitent chaque démarrage et reprise quand on en a besoin. Du coup, on joue bien moins avec le levier de vitesse. Une tâche pas toujours très agréable en vie. Sa disponibilité sur une plage plus large d'utilisation lui permet d'aller voir les pâquerettes hors agglomération. Elle dépasse sans peine, contient mieux les bruits et ne se sent pas dans un environnement surdimensionné pour elle. Ses codes d'insectes lui permettent de se faufiler à travers les rues, un peu moins bien qu'une Twingo qui est exceptionnellement bonne braqueuse. Son amortissement, bien meilleur qu'une Smart, toute proportion gardée, rend le quotidien plus supportable. Qu'est-ce qu'on peut dire au terme de cet essai? La première chose, c'est que à la fois le comportement de routier de l'auto et ce nouveau bloc moteur essence proposé par Volkswagen sont tout à fait à la hauteur. On a beaucoup de plaisir, que ce soit en ville ou sur les routes de montagne, comme nous l'avons vu. On est plus réservé quant au niveau de finition et quant à l'insonorisation du véhicule, qui se montre tout juste digne de ce que nous propose d'habitude la marque de Wolfsburg. Au final, pour ce qui est de sa première mission, c'est-à-dire s'intégrer en ville, elle fait très bien le job. Mais cela ne suffit pas toujours. D'abord, il manque une boîte automatique. Ensuite, si le constructeur ne communique pas à coup d'opérations spéciales, beaucoup la trouveront encore un peu trop chère. Toutefois, à 14 100 € avec le 90 chevaux, elle fait valoir une polyvalence supérieure à la concurrence. Tout de suite, je vous emmène découvrir une nouvelle auto assez atypique, produite ici au Brésil, que nous menons lors d'un road trip au départ de Rio. Notre invité du mois nous a amenés à Rio et nous n'allions pas quitter le Brésil sans avoir goûté au moins une de ses spécificités automobiles. Et actualité oblige, nous jetons notre dévolu sur le Nissan Kicks, dont le lancement mondial, qui vise plus de 50 pays, débute ici à Rio. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de tester une voiture qui n'est pas produite en France puisqu'elle est produite au Brésil. Il s'agit du Nissan Kicks. C'est un cousin très proche du Qashqai en termes de dimension. On va voir si on arrive au même niveau de qualité en termes de sensations et de comportement routier. C'est parti. Le Kicks, c'est le SUV compact, comme on sait le faire en Europe, mais pour le reste du monde. Avec ses dimensions qui le rapprochent de celles du Juke, il pourrait s'imposer dans bien des capitales de la planète. Le Kicks affiche un style bien différent des modèles que nous connaissons, avec une carrosserie faite d'angle franc, dans un style très agressif et dynamique. Surtout, on ne passe pas à côté de sa calandre surdimensionnée. Et sous son capot, un 1,6 litre essence de 115 chevaux, couplé à une boîte manuelle à 5 vitesses. Et c'est parti pour découvrir l'arrière-pays Carioca. La formule est inédite pour nous autres journalistes européens. Nous roulons quelques heures et en convoi, sécurité oblige. Enfin, l'état naturel de la chaussée fait alterner sur une même route une asphalte excellente qui se dégrade et se rapproche dangereusement de la piste assortie de nids de poules par endroits. Et pourtant... Alors au terme de cet essai, on voit qu'on a mené cette auto sur des chaussées quand même plutôt dégradées puisque nous nous trouvons au Brésil. On peut dire qu'on atteint un niveau de qualité, de finition, de fiabilité, de frugalité aussi qui est tout à fait exceptionnel et finalement très homogène où que l'on se situe dans le monde, à tel point qu'on espère voir cette Nissan Kicks arriver un jour dans nos contrées. Bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons la plage de Copacabana, Rio et le Brésil pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour Maxi Test et à bientôt sur l'antenne de Motors TV.
Maxi Test vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.